Amateur, ouais. C'est toute la crédibilité de l'instance qui vole en éclats. Comment un sponsor ou une autre fédération pourrait faire confiance à une gouvernance incapable de respecter ses propres statuts? C'est vraiment la question que tout le monde devrait se poser. Ce scandale, ça pourrait être le détonateur d'une explosion bien plus vaste. Une refonte totale? Exactement. La victoire volée au Sénégal pourrait finalement forcer une refonte radicale de la gouvernance du football sur le continent. Une histoire où les joueurs auront gagné 2 fois. Une fois sur la pelouse et une fois en nettoyant les bureaux. Eh ben, ça promet des semaines passionnantes à venir. C'est le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur le terrain. Mais aujourd'hui, le trophée a été réattribué au Maroc. Ouais, c'est complètement fou. Franchement, comment un simple coup de stylo dans une salle de réunion peut effacer, je sais pas moi, 90 minutes de sueur, de tacles acharnés, de buts, de larmes de joie? Hmm. C'est vraiment la question centrale qui secoue toute la planète football en ce moment. La Confédération africaine de football, donc la fameuse CAF, Ouais, la CAF. voilà, la CAF a pris la décision, mais alors stupéfiante, de retirer le titre aux Sénégalais sur tapis vert. Et ça, après la remise de la coupe. Exactement, ouais. C'est un scénario qui défie vraiment toute logique sportive. Ah bah c'est clair. En fait, si on veut bien visualiser un peu la violence de ce contraste, il faut mettre en opposition deux mondes qui soudainement entrent en collision. Ouais, D'un côté, il faut s'imaginer l'arène, quoi, un stade immense, une chaleur écrasante. la pression de tout un pays avec ça. Absolument. L'effort physique qui est poussé vraiment à son paroxysme, et puis l'explosion de joie au coup de sifflet final. La vérité du terrain, quoi. C'est ça. Et de l'autre côté, à des milliers de kilomètres de toute cette ferveur, on retrouve le silence très feutré d'une salle de commission tapissée de moquettes. Hmm. C'est là que quelques individus en costume autour d'une table rectangulaire décident tout simplement de réécrire l'histoire. C'est terrifiant dit comme ça. Ah mais on assiste à un choc frontal qui est presque philosophique entre cette vérité viscérale du terrain et la vérité super froide des bureaux. Et c'est exactement ce qui motive notre plongée au cœur de l'actualité sportive aujourd'hui. L'objectif, c'est pas du tout de refaire le match, hein, attention. Non, non, bien sûr. C'est vraiment de comprendre la mécanique de cette tempête. Pour ceux qui nous écoutent et qui voient passer les gros titres depuis quelques jours, on va décortiquer cette controverse historique. Ouais, parce qu'il y a de quoi faire. Oh oui, oui, les sources qu'on a rassemblées sont fascinantes. On a des déclarations de légendes du jeu, on a des documents qui pointent des failles institutionnelles mais majeures au sein de la CAF, Hmm. et on a même les résultats sportifs de ce week-end qui montrent comment les joueurs réagissent à cette onde de choc en fait. Ouais, et c'est un dossier qui est d'autant plus captivant qu'il soulève un enjeu qui dépasse, mais alors très largement le simple cadre des supporters sénégalais ou marocains, hein. Tout à fait, Ce qui est vraiment en train d'être jugé sur la place publique en ce moment, c'est la crédibilité et même la légitimité des instances dirigeantes du sport moderne, en fait. c'est clair. Alors, avant de plonger dans les articles, des règlements et tous ces méandres juridiques, arrêtons-nous 2 secondes sur l'impact humain de cette affaire. Mhm. Parce que le sport, c'est avant tout de l'émotion, on est d'accord. Ah bah complètement. Et pour capter ça, la voix d'Eladji Diouf, donc l'ancien international sénégalais, une vraie légende sur le continent, elle résonne de manière assez particulière. Ouais, c'est très fort ce qu'il a dit. Il a accordé une interview à RMC Sport récemment. C'était en marge d'un événement de la FIFA à Paris. Exact. Et ce qui retient l'attention, c'est pas du tout de la colère aveugle, c'est une certitude hyper froide en fait. C'est ça. Il dit qu'il est, je cite, choqué comme tout le monde. Ouais. Ce qui est la réaction humaine de base face à une annonce pareille, hein. Mais le truc, c'est qu'il s'arrête pas là du tout, hein. Non, il affiche une confiance, mais une confiance absolue dans le recours qui a été déposé devant le TAS. Le tribunal arbitral du sport. Voilà, le TAS. Ouais, et ce qui m'interpelle, moi, c'est sa phrase clé. Il dit, je le cite, « Nous, on sait qu'on a gagné sur le terrain et c'est ça qui est le plus important. » Hmm. Il martèle vraiment que le Sénégal est champion d'Afrique légalement et il prend même le temps de remercier les autres pays pour leur soutien. Ouais, Mais alors, soyons un peu l'avocat du diable une seconde, hein. je t'écoute. Est-ce que c'est pas juste le déni classique d'un ancien athlète, ça? Enfin, une façon de refuser une réalité administrative qui lui plaît pas. C'est un peu comme courir un marathon, franchir la ligne d'arrivée en premier avec la foule qui applaudit, mais on te retire la médaille d'or le lendemain matin pour une obscure raison de paperasse, quoi. Ah, c'est une excellente question, ça. Et ça nous amène en plein cœur de la psychologie de l'athlète de haut niveau, en fait. Ouais. Parce que je suis persuadée que ce n'est pas du déni. C'est vraiment un ancrage dans une réalité différente. Comment ça? Pour un joueur de football professionnel, le corps possède sa propre mémoire. La vérité du terrain, Mhm. c'est pas un concept abstrait, tu vois.
C'est des mois de préparation, des sacrifices familiaux, des blessures surmontées. C'est l'acide lactique dans les muscles à la 118e minute d'une finale. Ah oui, c'est très concret pour eux. Mais complètement. Lorsqu'une institution tente d'effacer tout ça avec un pauvre document PDF envoyé par email, Ouais, c'est ridicule. le cerveau de l'athlète y crée un bouclier mental. Diouf y traduit juste ce sentiment collectif, en fait. L'administration peut bien s'agiter dans tous les sens. La performance, elle est là. Voilà, elle a eu lieu, elle est ineffaçable dans la mémoire physique de ceux qui l'ont accomplie. C'est vraiment fascinant vu sous cet angle. Mais bon, concrètement, comment une équipe peut-elle gagner sur le gazon et perdre sur le papier? Eh bien, c'est là qu'on entre dans les coulisses de la décision de la CAF. Parce que l'optimisme de Diouf, il repose pas que sur la psychologie, on est d'accord. Ah non, pas du tout. S'il est si confiant vis-à-vis du TAS, c'est qu'il sait très bien que la défense sénégalaise ne va pas juste plaider l'émotion. Elle va attaquer la procédure. La procédure, d'accord. Et c'est là que le dossier y passe d'un simple litige sportif à, un véritable naufrage bureaucratique. Un naufrage, hein, à ce point. Ah oui. Les documents montrent que la composition même du jury de la CAF, donc celui qui a décidé de retirer le titre, Ouais, eh bien cette composition est gravement compromise. Il y a 2 éléments majeurs. ok. Le premier truc, c'est qu'un des membres qui a siégé pendant cette délibération, il était tout simplement statutairement inéligible. Non mais attends, stop. Faut qu'on s'arrête là-dessus parce que franchement, j'ai du mal à y croire, hein. Je sais, c'est fou. On parle de la plus haute instance du football africain, là. Une confédération qui brasse des millions de dollars, Mhm, qui organise des compètes suivies dans le monde entier. Et t'es en train de m'expliquer qu'il laisse entrer dans la salle de décision un mec qui n'a même pas le droit d'y être? exactement. Mais c'est quoi? C'est de l'arrogance ou c'est juste de l'incompétence pure? C'est probablement un beau mélange des deux, hein. Dans ces grandes institutions qui sont souvent très opaques, Ouais, il y a une sorte d'habitude d'entre-soi. On se dit que les règles strictes, c'est des détails, on arrange ça entre amis. ouais, on s'arrange quoi. Sauf que, face à un tribunal international comme le TAS, Ah là, ça passe plus. non, ce genre d'amateurisme, c'est fatal. La simple présence d'un membre inéligible, ça contamine tout le processus. Mais attends, Il y a pire. le deuxième point est encore plus destructeur pour la CAF. Le fameux problème du quorum, c'est ça. Précisément. Ce qui est fascinant ici, c'est que les textes de la CAF exigent un quorum minimal pour ce genre de décision. Ok. Il fallait au moins 5 membres habilités et présents pour que le vote soit valide. Et donc? Eh bien, les sources confirment que ce seuil de 5 personnes n'a jamais été atteint lors de la réunion. Non, mais c'est d'une hypocrisie vertigineuse. Ah ça oui. Enfin, on exige des joueurs sur le terrain une rigueur, mais absolue, quoi. Si un attaquant dépasse la ligne de hors-jeu d'un seul millimètre, La VAR annule tout. voilà, la VAR annule son but sans aucune pitié devant des millions de téléspectateurs. Ouais. Et pendant ce temps-là, l'institution qui impose cette règle du millimètre, elle est même pas foutue de compter jusqu'à 5 pour valider un truc qui annule toute une compétition. C'est ça qui est dingue. Et c'est exactement l'argument qui donne une telle sérénité au camp sénégalais. Tu m'étonnes. Pour bien piger comment le TAS va analyser ça, prenons un inspecteur en bâtiment qui vient évaluer une maison. Vas-y. Il s'en moque de savoir si la peinture est belle, tu vois. Il regarde les fondations. Logique. Si les plans exigent 5 piliers pour que ça tienne debout et qu'il en compte que 3, Ouais. plus un 4e qui est fait en carton pour eux, notre fameux membre inéligible, l'inspecteur il discute pas, il condamne le bâtiment. C'est clair. En droit du sport, c'est un vice de forme absolu. La décision n'est pas juste mauvaise, elle est considérée comme n'ayant juridiquement jamais existé. Donc ça rend caduque toute l'argumentation de la CAF. L'édifice s'effondre direct, quoi. Mais totalement. Et cette sensation d'injustice face à une bureaucratie complètement défaillante, on voit bien que ça reste pas cantonné aux frontières du Sénégal. C'est vraiment tout le monde du football qui réagit. Ah oui, et l'onde de choc, elle est internationale. On a vu émerger des réactions d'acteurs complètement neutres, des techniciens du foot européens et africains. Ouais, une vraie levée de bouclier. C'est ça. On l'a vu avec Gernot Rohr, d'ailleurs. Oui, très bon exemple. C'est un technicien qui connaît le foot africain sur le bout des doigts, il a entraîné plein de sélections, et sa réaction, elle est cinglante, hein. Il s'embarrasse pas de jargon juridique sur le quorum, lui. Il utilise un mot d'une puissance rare et il dit que la décision est inhumaine. Inhumaine, ouais. Le mot est fort et c'est lourd de sens parce que ce qu'il souligne là, c'est la déconnexion entre la froideur administrative et la chair humaine. Ouais, c'est bien dit. Décider de rayer d'un trait de plume des années de travail acharné, l'éloignement familial de dizaines de jeunes hommes, c'est nier leur humanité en fait. C'est les traiter comme de simples lignes sur un tableau Excel. C'est fou.
Et les entraîneurs, eux, ils vivent avec ces joueurs au quotidien. Ils savent le coût émotionnel. Donc ils perçoivent ça comme une vraie agression contre le métier même de footballeur. Et on le voit, cette solidarité, elle s'exprime jusque dans les vestiaires des grands clubs en Europe. Exactement. Si on prend le cas de Sébastien Pocognoli, le coach de l'AS Monaco, Ah oui, très belle prise de parole. il a sous ses ordres 2 internationaux sénégalais qui sont directement concernés par ça, Lamine Camara et Crépin Diatta. Mm. Et Pocognoli, il monte au créneau publiquement. Il dit juste « Pour moi, ça reste mes champions ». C'est très fort. C'est une prise d'opposition ultra forte. Mais du coup, moi, ça me soulève une vraie question sur la mécanique interne du joueur. Ouais. Comment ces mecs arrivent à se lever le matin, à s'entraîner, à trouver la motivation de jouer pour leur club, alors qu'on vient de leur amputer le plus grand accomplissement de leur vie? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la sanctuarisation du vestiaire. La sanctuarisation. Ouais. Dans les moments de crise comme ça, le joueur de haut niveau, il cherche pas la validation auprès des instances dirigeantes, il sait très bien qu'elles sont politisées. D'accord. Il cherche la validation auprès de ses pairs. Quand un entraîneur comme Pocognoli dit « ce sont mes champions », il crée une sorte de bulle de sécurité psychologique. Ah, je vois. Il dit à son joueur « ta réalité physique prime sur leur paperasse ». Et cette solidarité de corps des anciens comme Diouf au coach actuel, ça agit comme une armure. C'est beau. Au lieu de sombrer dans la dépression, le joueur transforme son injustice en énergie motrice. C'est de la colère froide, bien canalisée. De la colère froide canalisée, c'est exactement, mais alors exactement ce qu'on a vu sur les pelouses d'Europe le week-end du 20 au 22 mars 2026. Oh que oui, c'était incroyable. Parce qu'au lieu de publier des longs communiqués larmoyants sur les réseaux ou d'annoncer des boycotts, les internationaux sénégalais ont choisi de répondre par l'action. Par le terrain. Et quelle action c'est une vraie démonstration de force athlétique, une riposte coordonnée, quoi. Si on regarde les données du week-end, la corrélation est trop frappante pour l'ignorer. Ah, c'est flagrant. C'est de la performance par esprit de revanche. L'utilisation de la frustration comme carburant ultime, en fait. Face au bruit des avocats, ils ont utilisé le seul langage indiscutable, le talent pur. Alors, passons un peu en revue ce qui s'est passé, parce que ça donne le vertige. Vas-y. En première ligue anglaise, donc le championnat le plus médiatisé au monde, Everton écrase Chelsea 3-0. Mhm. Et au cœur de cette victoire, Iliman Ndiaye qui met un but splendide et Idrissa Ganagué, le vétéran, qui lâche une passe décisive lumineuse. Magnifique. En Italie, on a Hassan Diao qui retrouve la confiance et qui marque pour Como en Serie A. Ils confortent leur 4e place face à Pise. Et c'est pas fini ? Ah non, ça s'arrête pas au grand championnat. Dion Lopi fait trembler les filets avec Almeria en Espagne. En Pologne, Mbaye Jacques Nandiaye marque pour le Motor Lublin. Ouais. Et même au Danemark, le jeune Mamadou Lamine Sadio qui met son premier but avec Nord-Jylland. Et c'est fou. Comment on explique cette épidémie de buts sénégalais au moment précis où on leur retire leur titre? Il y a 2 phénomènes psychologiques là-dessous. Le premier, c'est tout simplement la catharsis. La catharsis. Ouais, frapper dans un ballon de toutes ses forces, dominer une équipe comme Chelsea, c'est libérer physiquement tout le stress accumulé. C'est sûr. Le terrain de club devient l'endroit où ils reprennent le contrôle de leur destin. La CAF peut bien leur piquer un trophée. Mais elle peut pas leur prendre leur talent. Exactement. Elle peut pas leur enlever leur capacité à courir plus vite, à voir le jeu avant les autres. C'est un peu une façon de dire « regardez-nous. Vous doutez qu'on mérite ce titre? Regardez ce qu'on fait aux meilleures défenses d'Europe tous les week-ends. » Absolument. Et ça nous amène au deuxième phénomène, l'affirmation de la légitimité. Ok. Chaque but de Ndiaye, chaque course de Gueye, ça vient corroborer ce que disait Aladji Diouf. Ça dit au monde entier, nous sommes l'excellence. Ouais. Du coup, ça crée une dissonance cognitive super inconfortable pour la CAF. Bah oui, parce qu'ils viennent de déclasser des mecs qui s'avèrent être l'élite mondiale. Voilà. Le contraste entre ces bureaux vides qui manquent de quorum et les stades pleins où les Sénégalais brillent, ça rend la décision administrative encore plus absurde. C'est vraiment l'essence même de la résilience. Tu refuses d'être défini par un jugement illégitime et tu prouves ta valeur par l'excellence. C'est tout à fait ça. Franchement, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, le tableau de cette affaire de la CAN 2025 est quand même saisissant. Ah oui, c'est un cas d'école. On est parti d'une situation choquante, la confiscation d'un sacre, pour explorer les failles, presque grotesques en fait, d'une CAF incapable de réunir 5 décideurs. Et on a vu comment ce vice de procédure a solidifié le dossier sénégalais au TAS. Ouais. Mais surtout, on a observé cette superbe réponse humaine, le refus d'être une victime, la solidarité des coachs et la riposte éclatante sur les pelouses européennes. Et c'est là que cette histoire dépasse le simple cadre du sport. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une leçon magistrale sur la façon de gérer l'injustice.
Absolument. On fait tous face, un jour ou l'autre, à la bêtise de la bureaucratie face au mérite réel. Et la méthode sénégalaise, c'est un modèle. D'un côté, on attaque avec une précision chirurgicale sur le plan légal, avec le TAS, Mhm. et de l'autre, on ne se laisse pas paralyser. On continue d'exceller dans son métier. On allie la rigueur du droit à l'éloquence de l'action. Maintenir la pression institutionnelle tout en prouvant son excellence, c'est la définition d'une réponse inattaquable. Inattaquable pour les joueurs, oui, mais beaucoup moins pour l'institution qui a déclenché tout ce chaos. Ah bah ça. Et c'est la réflexion ultime que cette plongée nous laisse. Admettons que la logique juridique suive son cours. Ok. Si le TAS constate ce manque de quorum, acte la présence du membre inéligible et annule la décision de la CAF pour rendre le titre Sénégal. Ouais. Hmm. Que va-t-il se passer pour la Confédération africaine de football? Eh bien, c'est l'éléphant dans la pièce, hein. Si le TAS désavoue publiquement la CAF sur des erreurs de débutants, Des erreurs d'amateurs, ouais. c'est toute la crédibilité de l'instance qui vole en éclats. Comment un sponsor ou une autre fédération pourrait faire confiance à une gouvernance incapable de respecter ses propres statuts? C'est vraiment la question que tout le monde devrait se poser. Ce scandale, ça pourrait être le détonateur d'une explosion bien plus vaste. Une refonte totale. Exactement. La victoire volée au Sénégal pourrait finalement forcer une refonte radicale de la gouvernance du football sur le continent. Une histoire où les joueurs